Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille puisse m'arriver. Et je disais que c'était un coup de couteau dans le dos, parce qu'on s'y attend pas. Quoi que je fasse, je n'arrivais pas à m'en sortir tout seul. J'ai eu l'impression qu'une onde de choc traversait mon corps, de la tête aux pieds. Le stress peut tuer. Beaucoup de salariés nous disent aussi « je n'en peux plus ». Et si demain matin je dois y retourner, je me tue ou je le tue. Ma vie était en lambeaux. On ne peut pas séparer le corps et l'âme. J'avais des crises d'angoisse, plus de force dans les bras. Je n'arrivais même plus à porter mes courses. En fait, j'avais la sensation d'être enterrée vivante. Le travail au XXIe siècle a un credo, en faire toujours plus et de plus en plus vite. Telle est la motivation qui aiguillonne de nombreuses carrières. En d'autres termes, pour enflammer les autres, il faut se consumer soi-même. L'envers de la médaille, c'est l'épuisement professionnel, plus connu aujourd'hui sous le nom de burn-out. Un phénomène de société, certainement, mais pas une maladie selon de nombreux chercheurs. Réalité ou épiphénomène surmédiatisé. L'élite de la performance au travail se donnerait-elle un genre en se faisant poser de tels diagnostics? Je travaillais dans une agence de communication internationale. On traitait avec des clients du monde entier. Je voyageais beaucoup, je faisais de nombreuses présentations, je développais des concepts, je travaillais en équipe avec des personnes originaires du monde entier. Et je trouvais ça très stimulant. J'avais choisi ce travail justement parce qu'il était captivant. Professionnellement, tout allait bien. J'avais obtenu une promotion et je visais déjà l'échelon supérieur. J'étais très engagée, très ambitieuse aussi. J'étais dans mon élément. Confronté à des exigences personnelles très élevées, des attentes toujours plus grandes sur le lieu de travail et des sollicitations incessantes dans la sphère professionnelle et privée, l'organisme réagit en tournant à plein régime afin de maintenir le cap. Je n'avais plus qu'une idée en tête, survivre à la journée au bureau. Il fallait que je note tout, car je ne retenais plus rien. J'étais incapable de mémoriser quoi que ce soit. Je me répétais à longueur de temps que je devais tenir jusqu'au soir, au lieu de penser au contenu de mon travail. J'avais peur d'avoir un problème neurologique ou une hernie discale. Je savais, enfin j'avais l'intuition que j'avais un problème sérieux. Autant de symptômes typiques du syndrome du burn-out. Tout le monde en parle, les médias s'en emparent. Mais pour la science, le burn-out reste une énigme. Florian Holzbauer dirige l'Institut de psychiatrie Max Planck de Munich. Son objectif est d'élaborer une approche scientifique du phénomène du burn-out et de développer de nouveaux modèles thérapeutiques. Le terme de burn-out provient de la médecine du travail et s'applique à une personne qui travaille en permanence au-delà de ses limites, sans recueillir pour autant le respect et la reconnaissance attendus. Elle redouble alors d'efforts jusqu'à l'effondrement, qui donne lieu à un sentiment de vide et d'épuisement. Il y a un aspect positif dans cela, c'est que l'on s'est épuisé pour un objectif précis. Alors qu'on réserve généralement le terme de dépression aux gens qui se démènent, mais sans résultat. La médecine ne reconnaît pas officiellement le burn-out comme une maladie. Les scientifiques emploient plutôt le terme mieux connu de dépression, que l'on continue d'étudier de manière intensive. L'Institut Max Planck s'efforce de décortiquer toutes les données recensées sur la dépression pour mieux comprendre le burn-out. Si un entraîneur ou un joueur de football déclare qu'il souffre de dépression et qu'il a besoin de faire un break, cela est généralement compris et accepté par tous.
L'ennui avec cette surmédiatisation, c'est que tout le monde se sent obligé de faire son burn-out. Cela fait la une des journaux. On en parle sur tous les plateaux de télévision. Une profusion de livres paraît sur le sujet. Finalement, cela entraîne une banalisation, une dilution du problème qui a pour résultat de détourner notre attention de ceux qui en souffrent le plus. Florian Holzbauer est à la fois chimiste et psychiatre. Il s'est fixé comme objectif de comprendre la chimie de l'âme humaine. De nombreuses maladies psychiques, dont le burn-out pourrait faire partie, trouvent souvent leur origine dans le stress. Le stress se définit simplement comme une réaction physique et mentale de l'organisme aux sollicitations de l'environnement. Le stress n'est pas dangereux en soi, bien au contraire. Nous serions en danger si nous étions incapables de réagir au stress. Toujours est-il que pour ceux qui ont une prédisposition aux maladies dues au stress, comme la dépression, le burn-out ou les troubles du sommeil, une exposition récurrente ou permanente au stress peut provoquer l'apparition de maladies graves. Pour la plupart des médecins, les symptômes du burn-out s'apparentent à ceux de la dépression. De ce fait, les victimes du burn-out sont traitées comme les patients dépressifs. Il est en effet difficile de distinguer le burn-out de la dépression. Pour définir ce phénomène, certains médecins ont recours au concept de dépression due à l'épuisement. Au début, je ne pouvais plus rien soulever car je n'avais plus de force dans les bras et dans le dos. Entre les orthopédistes, les rhumatologues et les neurologues, ça a été un vrai parcours du combattant. Et puis au bout de 2 mois, un médecin généraliste guérisseur a posé le diagnostic de burn-out et m'a demandé pourquoi je n'étais toujours pas en arrêt maladie. Un choc pour Natacha Derbort, qui au début ne veut pas croire au diagnostic. J'ai été mise en arrêt maladie et au bout de 2 semaines à la maison, sans devoir ni pouvoir travailler, j'ai commencé à déprimer. À l'Institut de psychiatrie Max Planck, les chercheurs tentent d'identifier les causes biochimiques de maladies psychiques. Ils ont développé un test sanguin permettant d'évaluer la tolérance d'un individu aux situations de stress. Le taux de cortisol dans le sang d'un patient renseigne sur le risque de maladie. Le cortisol est l'hormone du stress la plus connue. Sa sécrétion est stimulée par une neurohormone produite dans le cerveau, appelée corticolibérine, ou CRH. Le cortisol est à l'origine du sentiment d'angoisse, inhibe le sommeil et l'appétit, et nous permet de nous focaliser sur une situation liée au stress. Toute situation de stress favorise la production de cortisol sécrété par les glandes surrénales. Le corps tout entier se met en état d'alerte. Le cœur, le cerveau et les poumons ont une activité intensifiée, alors que celles d'autres fonctions importantes comme la digestion, la libido et le système immunitaire sont réduites. Un stress chronique allié à une prédisposition naturelle déclenche une surproduction dangereuse de cortisol. Dès le premier jour de mon arrêt maladie, ce diagnostic m'a terriblement déprimée. Je me suis sentie affaiblie et faillible. Je ne pouvais plus rien avaler. J'ai arrêté de manger et résultat, j'ai perdu 8 kilos en 6 semaines. Le manque d'appétit était un effet secondaire de la dépression. En fait, je ne faisais plus rien. Du matin au soir, je restais assise dans ma cuisine ou couchée au lit. J'arrivais tout juste à lire. Et sinon, je ne faisais plus rien.
Au centre allemand de primatologie à Göttingen, des tests effectués sur des animaux permettent d'étudier les effets d'un stress continu sur l'organisme. Eberhard Fuchs étudie les toupailles, de petits mammifères asiatiques qui présentent des comportements territoriaux très marqués. Dans leur milieu naturel en Asie du Sud-Est, les toupailles ont un comportement territorial, les mâles en particulier. Nous pouvons travailler sur ce comportement en laboratoire en recréant les conditions de vie de leur environnement naturel. Nous donnons à ces petits rongeurs la possibilité d'être confrontés à une simulation d'appropriation du territoire, à l'issue de laquelle l'un d'eux se sera imposé comme chef. Ces toupailles sont dans une situation comparable à celle de nombreux humains dans leur cadre de vie professionnel, d'où l'intérêt que leur portent les scientifiques. Comment réagissent les toupailles sous pression? C'est à leur mouvement dans l'espace qu'on reconnaît leur état d'esprit du moment. On constate que le toupaille capturé et soumis est épuisé psychiquement aussi bien que physiquement. Il souffre d'un burn-out avancé. Cette étude expérimentale sur le stress est révélatrice. Elle montre que les mammifères soumis, pas les autres, les dominants sont à part, présentent des indicateurs physiologiques, comportementaux et neurobiologiques très proches de ceux recueillis auprès de patients humains dépressifs. De la perception à la pensée, toutes nos fonctions cérébrales reposent sur la transmission d'impulsions électriques dans le cerveau. Les neurones sont reliés entre eux par un réseau très dense de minuscules filaments enchevêtrés. Quand elles sont sollicitées en permanence, les connexions entre les neurones se rétractent et la transmission des signaux est perturbée. Par conséquent, un stress continu endommage le cerveau, entraînant des troubles de la concentration et la perte de mémoire. Les effets du stress sur le cerveau ont un impact sur le comportement. Je pense que ces animaux sont dans une situation, ou plutôt une confrontation, où l'élément dominant fait clairement passer le message. Je suis là et tu n'as donc rien à faire ici. Il n'y a plus de communication qui permettrait de trouver un arrangement. Il n'y a pas de compromis, c'est tout ou rien. En fait, ce sont les animaux fragilisés par cette situation de stress, ceux qui sont incapables de réagir ou d'apporter une réponse adaptée pour se défendre, qui héritent des problèmes et se retrouvent acculés. Ils ont ainsi l'impression que tout ce qu'ils font est à côté de la plaque et que personne ne leur vient en aide. 40 millions d'individus sont touchés par le stress au travail dans l'Union européenne. La série récente de suicides causés par des tensions psychiques extrêmes au travail a profondément secoué la France. Le phénomène du burn-out serait-il dû à une société globalisée dominée par l'information et la compétition ? Jacques Genast est né en Guadeloupe. Il a grandi à Paris et a fait ses études dans une grande école. Son diplôme en poche, il a tout de suite trouvé du travail et rapidement gravi les échelons hiérarchiques. Pour moi, le travail, c'était un moyen d'ascension sociale. C'était vraiment une possibilité de sortir du milieu défavorisé et par son travail sur soi-même, par son intellectuel et physique, on pouvait réussir. Et donc c'est pour ça que je me suis beaucoup investi dans l'entreprise, dans mon travail. À l'époque, Jacques Genast travaille énormément. Il est très engagé et s'identifie à son travail dans l'entreprise. Il gravit régulièrement les échelons. C'est lorsqu'il y a eu le boom, la crise économique, vers 2000, 2001,
On a commencé à sentir les rapports entre les collègues, entre la direction. On sentait une certaine tension. Et donc, il y avait un impact. On nous demandait beaucoup plus. On a commencé à nous demander beaucoup plus. Les gens ont commencé à être un peu plus individualistes. Voilà, donc j'ai senti ça. Le climat social se dégrade. Une vague de licenciements déferle sur la France. Chacun a peur, quel que soit son poste et son rang dans la hiérarchie. Jacques Genaste finit par être licencié comme tant d'autres. Me retrouver au chômage, moi, c'est pas possible, je ne croyais pas. Non, c'est pas possible. Non. Après tout ce que j'ai fait, après tous les diplômes que j'ai, après toutes les compétences dont je dispose, me retrouver sans travail, je me sentais diminué de tout. Et donc après, lorsque je me suis retrouvé au chômage, il a fallu faire avec. Hein. Et ça a eu un impact sur ma vie, bien sûr. J'étais un peu plus tendu, mes enfants le ressentaient. Voilà, c'est ça. En 1997, Marie Peset fonde le premier service d'urgence pour les victimes du burn-out dans un hôpital parisien. Tous les ans, ce service accueille environ 900 patients. Le problème pour aider les salariés qui sont atteints de burn-out, c'est que bien souvent, quand ils nous arrivent, c'est au bord de la décompensation, comme on dit dans notre jargon, au moment où ils basculent complètement, et il va falloir des mois, si ce n'est des années, pour les reconstruire. Très souvent, nous voyons des salariés envoyés presque de force par le médecin du travail ou par le médecin généraliste qui dit « Je ne veux pas m'arrêter, j'ai très peur, parce que si je ne vais pas travailler, je vais être licencié. » En France, la peur du chômage est puissante et entraîne des leviers de soumission extrêmement forts. Jacques Genaste lutte pour sauver son emploi et il gagne son procès au prud'homme. Son employeur se voit dans l'obligation de le réembaucher. Donc on a commencé à me mettre de la pression, mais la pression violente, contrôle, ordre contradictoire, humiliation quotidienne. Mais t'es nul, ah bon tu sais pas faire ça. C'est des humiliations quotidiennes, mais très intelligentes. Et puis donc ça s'est mal passé pendant deux mois. J'ai fait face, j'ai essayé de résister. Jacques Genaste est séparé de sa femme et de ses enfants depuis des années. Le soutien familial lui manque. Des études scientifiques prouvent que les célibataires sont les plus sujets au burn-out. J'avais des problèmes intestinaux, j'avais des problèmes sexuels, j'avais envie de rien. Ça vous rend amorphe et vous devenez totalement nul. En plus, vous vous culpabilisez, vous vous reprochez des choses. Oui, c'est normal, t'es nul, c'est ta faute, on croit que c'est nous. Jacques Genaste perd toute estime de soi. D'autres réagissent à cette situation de façon plus radicale. Beaucoup de salariés nous disent aussi « je n'en peux plus ». Et si demain matin je dois y retourner, je me tue ou je le tue. Donc on voit bien comment le salarié en burn-out et dans la peur de retourner travailler, envisage l'hypothèse de commettre une violence hétéro-agressive ou auto-agressive. Et là, on voit comment le burn-out flambe. Deux mois après son retour dans l'entreprise, Jacques Genaste est convoqué à un entretien personnel. Il espère obtenir des explications, ainsi que de meilleures conditions de travail. La réunion s'est passée vers 17h, 18h, je me rappelle bien. Et c'était soi-disant informel. C'était un moyen de faire le point sur ma présence depuis 2 mois. En fin de compte, cette réunion était déjà préméditée, préparée. Et je pense vraiment une volonté de faire mal. Et d'essayer de me pousser. Et ça m'énerve. Je me suis senti c'est comme un viol. Un viol, c'est un viol, comment dire ça, c'est un viol psychologique. Vous voyez, on rentre dans votre tête.
Lorsque nous avons ouvert les consultations, nous pensions, comme un peu tout le monde, que peut-être c'était les salariés les plus fragiles qui arrivaient. Pas du tout. Nous sommes rendus compte au fil du temps, et maintenant il y a 34 consultations sous France et Travail, donc ça fait des milliers de salariés, que c'est celui que nous appelons le salarié sentinelle qui vient consulter. C'est le salarié qui a le rapport le plus authentique au travail, qui veut bien faire son travail et qui va donc se battre pour continuer à faire un travail de qualité. Le stress psychique au travail a un coût économique et social. En effet, les dépressions sont à l'origine de la majorité des arrêts de travail et des départs anticipés à la retraite. Le coût de la dépression est estimé à plus de 100 milliards d'euros par an dans les pays de l'Union européenne. Avec le burn-out a cassé tout ça. Le burn-out m'a fait comprendre que l'entreprise, c'est un broyeur. C'est une usine et vous devez produire, vous devez être productif. Si vous n'êtes pas, on vous jette. Au CHU de Göttingen en Allemagne, on tente de déterminer en quoi la santé mentale affecte la santé physique. Christoph Hermann-Lingen est psychothérapeute et spécialiste en médecine interne. Il dirige le service de psychosomatique et de psychothérapie. Afin d'être mieux cerné, le phénomène très complexe du burn-out requiert une approche interdisciplinaire. À Göttingen, psychologues et cardiologues travaillent main dans la main. Les électrocardiogrammes livrent de précieuses informations sur l'activité du cœur soumis à une pression psychique constante. L'électrocardiographie indique que dans les cas les plus graves, les muscles du cœur ont été endommagés. Nous étudions les interférences entre le psychisme et le corps depuis des siècles, voire des millénaires. Et nous sommes plus à même de les comprendre aujourd'hui. D'une part, nous analysons la façon dont les processus psychiques agissent sur le corps par l'intermédiaire du système nerveux végétatif, du système hormonal et du système immunitaire. Mais notre étude porte aussi sur le sens inverse, car nous savons que notre état physique influe aussi directement sur notre psychisme par le biais du système nerveux, des hormones, mais aussi de notre vécu. L'électrocardiogramme d'effort révèle que le cœur fonctionne de manière anormale lors d'une dépression due à l'épuisement. Le stress continu expose le cœur et les vaisseaux sanguins à un flux continu d'hormones catalysant le stress. Le cœur est surmené et se retrouve en état d'alerte permanent. Les situations de stress récurrentes conduisent à l'augmentation de la pression artérielle, qui atteint alors un niveau anormalement élevé. De nombreuses autres fonctions de l'organisme sont aussi touchées. Tant plus sollicitées, les plaquettes sanguines intensifient leur activité et stimulent le système de coagulation, tandis que le système immunitaire se met en état d'alerte et s'épuise de lui-même. L'interaction de différentes modifications de l'organisme, imputables au stress, peut déclencher des changements chroniques, notamment des vaisseaux sanguins. À terme, un tel terrain peut même entraîner un infarctus du myocarde. Sacha D'Engel a frôlé l'infarctus. Il s'est effondré à 3 reprises à la suite d'un burn-out. Et cela sans pression exercée par ses supérieurs. Je me suis mis à mon compte dans la branche informatique. Mon travail consistait à me rendre chez mes clients pour installer des programmes, faire des formations, de la maintenance ou des réparations. Au début, je travaillais environ 80 heures par semaine, jusque tard dans la nuit. Au commencement, je ne ressentais aucune fatigue ou épuisement. J'ai besoin de voir que je réussis. C'est aussi important que l'air que je respire. Toujours la course contre la montre, toujours joignable, toujours en déplacement en quête de succès.
Si on pense à la façon dont nos ancêtres vivaient, on se rend compte que leur vie était moins réglée que les nôtres, que l'imprévu pouvait survenir à tout moment. En réaction, l'organisme devait pouvoir fournir une performance maximale pour fuir le danger ou pour se battre, par exemple. Le système nerveux végétatif et le système hormonal ont un rôle important dans l'optimisation de la capacité de réaction du corps dans ces cas-là. À ces fins, le cœur doit battre plus vite et plus fort pour alimenter l'organisme en oxygène et permettre aux muscles de fonctionner à plein régime. Le processus qui jadis permettait à nos ancêtres de sauver leur vie est devenu un danger mortel pour nos contemporains. Dans le monde actuel, nous n'avons pas à combattre de bêtes préhistoriques, mais à faire face à des situations anodines qui déclenchent des réactions de fuite ou de combat, au cours desquelles le cœur bat plus vite, pendant que les vaisseaux sanguins se contractent pour augmenter la pression artérielle. Cela favorise notamment l'afflux de sang dans le cerveau. Dans de telles situations, les vaisseaux sanguins et le cœur sont sollicités au-delà de leurs limites, ce qui peut conduire à l'apparition de maladies à long terme dans certains cas. Je pensais que les symptômes finiraient par s'en aller. Il faut dire que ça avait pris des mois avant que mon état ne devienne vraiment alarmant et préoccupant. Au début, on préfère ne pas y prêter attention, mais face à l'aggravation des symptômes, on n'a plus vraiment le choix et on commence à se poser des questions. Que signifient les vertiges, les douleurs dans la poitrine, les crises d'angoisse? Le fait de ne pas savoir ce qui m'arrivait compliquait encore le problème. Était-ce une tumeur, un problème cardiaque ou autre chose de grave? Ces interrogations ne faisaient qu'accentuer ma peur et mes symptômes. Das war damals so, dass ich unterwegs war zu einem Kunden und während der Un jour, en me rendant chez un client, j'ai ressenti comme une onde de choc qui m'a traversé de la tête aux pieds, en me pompant toute mon énergie. J'ai eu des vertiges et je me suis senti très faible et tremblant. Ça a été tellement violent que j'ai dû me garer pour reprendre mes esprits. Bien sûr, j'étais très déprimé par mon état de fatigue, par mon incapacité à reprendre la route. Je ne savais pas à quoi c'était dû, ni ce qui allait m'arriver. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour rentrer à la maison. C'était une situation très désagréable. La phase la plus difficile a été celle où je me suis retrouvé chez moi à ne plus pouvoir rien faire. Je ne pouvais plus ni lire le journal, ni regarder la télévision, ni faire les courses. J'avais même du mal à marcher droit. À l'Institut Max Planck de psychiatrie de Munich, des chercheurs étudient les facteurs qui affectent nos cerveaux. Des neurones reliés entre eux par un enchevêtrement de milliards de filaments sont à l'origine de nos pensées et de nos perceptions. On peut partir du principe que le cerveau humain est l'un des systèmes les plus complexes de l'univers. Les transmissions électriques qui parcourent cet organe ont une influence décisive sur notre comportement et sur nos émotions. Au microscope, on aperçoit les cellules nerveuses de la région du cerveau où sont interprétées les perceptions sensorielles. Leur évaluation permet de déterminer s'il y a danger ou pas. Cette structure cérébrale, l'hippocampe, joue un rôle décisif dans la bonne gestion des situations de stress. En cas de maladie nerveuse liée au stress, les neurones ne sont pas aussi densément reliés entre eux dans l'hippocampe.
Tout porte à croire que les maladies psychiatriques sont liées à une modification de la conduction nerveuse. Ce sont ces modifications que nous essayons de comprendre ici. Les chercheurs munichois peuvent observer le cerveau en pleine activité. Ils alimentent les cerveaux de souris avec une solution à base de sucre et d'oxygène. Des colorants dans certaines cellules nerveuses réagissent à des impulsions électriques. Ainsi, on peut observer au microscope quelles cellules sont actives à un moment donné. Les chercheurs peuvent suivre les signaux émis dans l'ensemble du cerveau en temps réel, afin de comprendre les effets de l'hormone du stress sur les fonctions cérébrales. De nombreux résultats établissent très clairement que le stress ininterrompu peut durablement affaiblir la puissance de transmission des synapses entre les neurones et provoquer une modification neuroplastique du cerveau. Cette modification aura pour effet de perturber durablement la transmission des impulsions électriques dans les circuits neuronaux. En conséquence, vous aurez alors du mal à vous concentrer ou à mémoriser des informations. Vous aurez tendance à ne plus très bien vous souvenir de certaines choses. Trop de stress au travail, des problèmes dans la vie privée et des sollicitations externes constantes endommagent notre cerveau et inhibent notre réflexion et nos émotions. Le stress ininterrompu peut rendre malade. Tim Kallenbach en a fait l'expérience. Il crée des sites internet pour de grandes entreprises et est actuellement en arrêt maladie. J'avais du mal à comprendre des informations complexes. À la fin, c'était même devenu carrément impossible. Je faisais énormément d'étourderies quand je rédigeais des emails, par exemple. J'oubliais d'y mentionner des choses importantes qu'on venait de me dire. Je ne récupère plus en dormant. Lorsque je rentre le vendredi soir, je passe le week-end à ne rien faire. Je ne peux rien faire de physique. Je dors beaucoup, mais je suis constamment fatigué. En ce moment, je dors même entre midi et 2. Je fais la sieste quand j'en ai le temps. Et le lundi matin, je me sens aussi fatigué que le vendredi soir. Je ne me suis pas reposé malgré les heures de sommeil. Je ne me sens pas du tout régénéré. Ces chercheurs munichois veulent comprendre ce qui rend le sommeil si difficile chez beaucoup de victimes du burn-out. Les électrodes placées sur la tête et sur le visage du patient mesurent son activité cérébrale nocturne en enregistrant l'activité musculaire et les mouvements oculaires. Les chercheurs espèrent pouvoir mesurer la condition psychique d'un individu en étudiant son sommeil, afin d'avoir une approche quantitative du phénomène du burn-out. La psychiatrie contemporaine se heurte au fait que nous classons nos patients dans des groupes de diagnostic établis exclusivement à partir de discussions. Nous n'avons pas d'instrument de mesure objectif à notre disposition. Or, les patients devraient être traités au cas par cas, car les causes de la dépression diffèrent d'une personne à l'autre. Le sommeil serait-il un indicateur de notre prédisposition individuelle au stress? Mesurer l'activité cérébrale pendant le sommeil nous permet de tirer des conclusions sur les modifications des neurotransmetteurs dans le cerveau. On peut observer des modifications des neurotransmetteurs au cours du sommeil. Une conduction neuronale défaillante peut révéler un système hormonal perturbé et indiquer que le patient court le risque élevé d'être un jour victime d'une dépression. Des phases de sommeil riches en rêves peuvent indiquer qu'un risque de dépression est présent, même si ces symptômes ne se sont pas encore déclarés. Le laboratoire du sommeil est un instrument de diagnostic important pour les chercheurs.
Chaque dépression est un phénomène unique. Les examens biochimiques, les électroencéphalogrammes du sommeil et les radiographies nous permettent de comprendre cette unicité afin de traiter à l'avenir les dépressions au cas par cas. Pour mieux cerner le phénomène du burn-out, la science doit tout d'abord comprendre pourquoi tel individu est prédisposé à la dépression, alors qu'un autre ne l'est pas. Une explication réside peut-être dans nos gènes. Les biologistes moléculaires ont déjà identifié les premiers gènes qui régissent notre réaction face au stress. Il semblerait que notre patrimoine génétique définisse notre niveau de tolérance du stress et notre prédisposition à être victime de burn-out. Et inversement, le stress agit lui aussi sur les gènes. Le stress ininterrompu, les expériences traumatiques ou violentes et les catastrophes peuvent fortement influencer les gènes liés au stress, en particulier si les événements incriminés se sont produits à un stade précoce de la vie de l'individu. Les gènes dirigent toutes les fonctions de l'organisme grâce à leurs séquences d'ADN qui sont décryptées et traduites en molécules protéiques. Le stress chronique peut entraîner une modification chimique de l'ADN et bouleverser la programmation génétique, avec pour conséquence que les gènes ne peuvent plus être décryptés correctement par les messagers. Ainsi, le stress peut reconfigurer le génome d'un être humain en traduisant les modifications chimiques des gènes héréditaires. Nous avons recensé et suivi des milliers de jeunes individus sur de longues périodes. Et nous en avons tiré la conclusion que ceux qui ont eu des expériences traumatiques pendant leur enfance courent un plus grand risque de dépression. Alors que la dépression est reconnue en tant que maladie et que les caisses maladies remboursent les traitements, les victimes du burn-out sont le plus souvent livrées à elles-mêmes. Des chercheurs du monde entier cherchent à développer des tests permettant de diagnostiquer le burn-out. Mais ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. À l'heure actuelle, plus de 130 symptômes ont été recensés. Une définition médicale claire de cet état n'a pas encore été établie. Les médecins se retrouvent face à un dilemme. Leurs patients souffrent de burn-out, mais officiellement, le burn-out n'est pas une maladie reconnue. Dirk Elhammer dirige le centre de recherche sur le stress à Trèves, en Allemagne. Il y a 11 ans, j'ai regardé ma montre biologique et je me suis dit, il te reste 12 ans jusqu'à ta 65e année. Tu as travaillé sur de nombreux projets de recherche portant sur le stress. Est-ce que cela a vraiment aidé les patients? La plupart des résultats finissent dans des revues scientifiques. Mais que peut-on faire concrètement pour aider les gens? Certains patients se plaignent de troubles physiques sans que le médecin généraliste puisse en déterminer les causes organiques. Le médecin généraliste n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chaque patient. Il ne devrait pas y passer plus de 5 à 10 minutes en faisant une anamnèse, en passant en revue son dossier médical et en prenant sa tension artérielle. Une fois rentré chez lui, le patient doit se faire lui-même un électrocardiogramme, faire un prélèvement d'échantillons de salive, prendre une pilule de dexaméthasone, refaire un prélèvement d'échantillons de salive et remplir un questionnaire. Ensuite, il rapporte tout chez son médecin ou envoie les résultats à notre laboratoire. L'électrocardiogramme indique l'état du cœur du patient avant et après la période de sommeil. Il indique aussi si le réglage des fonctions vitales est perturbé chez le patient. La concentration en cortisol des échantillons de salive indique si une réaction au stress a eu des effets indésirables. Nous espérons pouvoir mettre la méthode de diagnostic à la disposition des médecins à partir de l'année prochaine. Les médecins qui souhaitent avoir un soutien supplémentaire pour appuyer leur diagnostic peuvent y avoir recours.
Les patients peuvent aussi remplir un questionnaire en ligne pour fournir les résultats au médecin le plus rapidement possible. Ainsi, le médecin peut ordonner un traitement adapté et concret très peu de temps après le diagnostic initial. La plupart des cas de burn-out sont en réalité des dépressions et sont traités en conséquence. Les cas de burn-out aigu sont souvent traités dans un premier temps en milieu hospitalier. Les antidépresseurs sont le moyen le plus utilisé pour stabiliser les patients complètement désorientés. Ensuite, les traitements médicamenteux sont complétés par des mesures psychothérapeutiques, comme les groupes de parole, l'art-thérapie ou des exercices physiques appropriés. Mais toutes ces mesures n'ont de sens que si les patients sont prêts à repenser leur mode de vie et leur situation professionnelle. Natasha Derbort a su réagir à temps pour se lancer dans une nouvelle vie. Elle a quitté la ville pour vivre à la campagne et elle fait régulièrement du sport. La clinique de réhabilitation m'a sauvé la vie, car c'est là que j'ai pu parler avec d'autres victimes du burn-out. Avant, j'avais l'impression d'être une extraterrestre, mais là-bas, beaucoup de gens étaient dans le même cas que moi. Nous étions aussi accompagnés par de très bons médecins. Le plus important pour moi était l'impression d'être prise au sérieux, et c'est ce qui m'a sauvé la vie. La psychothérapie était très intensive et m'a beaucoup aidée. La thérapie de groupe aussi, car elle a un aspect très dynamique et constructif en cas de burn-out. J'y ai aussi appris à structurer mon quotidien. J'avais un emploi du temps chaque jour. Ça m'a véritablement aidé à vivre pleinement le quotidien. Il a fallu 10 mois à Natasha Derbort pour reprendre le travail, 4 ans de plus pour réfléchir aux causes de cette mésaventure et modifier son comportement en conséquence. Pendant le traitement en clinique, une idée a germé en moi et elle a pris forme lorsque j'ai repris le travail. En effet, beaucoup de gens venaient me demander ce qu'était le burn-out, comment je m'en étais tirée. D'abord, c'était des amis, puis des amis de mes amis. Ça a fait boule de neige. La demande a tellement augmenté qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de fonder une structure de conseil pour les gens affectés par ce problème. À travers sa propre expérience, Natasha a appris que seule, on ne peut pas venir à bout de cette maladie. Aujourd'hui, elle vient en aide à des gens comme Tim Kallenbach. Outre cette certitude bienfaisante que ce que je ressentais porte un nom et qu'il y a un moyen de guérir de cette maladie, il y avait un élément essentiel, celui de la peur de l'avenir. Je porte encore cette peur en moi. Même quand je m'apprête à passer quelques jours en réhabilitation, je n'ai toujours pas la moindre idée de ce qui va se passer après. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup et apprendre à gérer ces situations qui m'ont ennuyé par le passé. Si je me décide à suivre un traitement en clinique, quelles seraient les prochaines phases de la réhabilitation? Que devrais-je y faire? Qui pourrait m'aider? Discuter du problème en public a rarement d'effet. Tant que les experts ne parviendront pas à se mettre d'accord sur des questions de définition et ne travailleront pas ensemble dans un esprit interdisciplinaire, tant que les entreprises ne prendront pas plus de mesures préventives contre le burn-out, ce phénomène perdurera. Car le burn-out est considéré comme un risque psychosocial par la grande majorité des scientifiques. Actuellement, on ne peut pas dire qu'il y ait un métier épargné par le burn-out en France. Du conducteur de camion jusqu'à l'infirmière à l'hôpital, en passant par le PDG d'une petite ou d'une moyenne entreprise, jusqu'aux médecins français, aux chirurgiens français, aux avocats. Le burn-out est en train de gagner, j'ai envie de dire, des catégories socio-professionnelles où le fait d'être un notable, même si le métier était fatigant, justifiait en tout cas d'une construction identitaire extrêmement solide. Aujourd'hui, Jacques Genast est toujours au chômage et il suit encore un traitement à base d'antidépresseurs.
Mais oui, donc pendant ma phase de burn-out, je me sentais coupable de cette situation. Et je croyais que vraiment tout reposait sur ma faute, j'ai fait des fautes, je suis plus performant, etc. Et avec le temps, je dis, avec une analyse, après avoir pris du recul, je me suis aperçu que non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien changé, au contraire. Mais le changement, l'organisation, les systèmes de management, pousser les gens, la société demande beaucoup. Et en contrepartie, ne donne rien. Et donc, ils ont cassé les gens. Aujourd'hui, je sais que c'était une partie de ma vie, le burn-out. C'est une cicatrice. J'ai essayé de la fermer le plus possible. Parfois, ça revient, mais j'ai essayé de fermer le plus possible. Aujourd'hui, je tire profit de ce qui m'est arrivé. Lorsqu'on a chuté de top manager à clochard, ça fait un gap énorme. Donc, on apprend à être un peu plus humble et à voir, comment dire cela, je suis revenu sur les valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, je sais que plus jamais. J'ai mis 3 ans à dire non. Apprendre à dire stop, basta. Voilà. Donc quand je sais dire à quelqu'un maintenant non, c'est une énergie que je suis pointé de dire plus jamais non. Et la personne sent que voilà, en face, il y a une résistance et que cette résistance a une certaine expérience et ne pourra plus du tout venir dans votre tête et pouvoir vous manipuler. Nombreux sont ceux qui ont subi un burn-out et qui connaissent aujourd'hui une forme de renaissance. Ils retrouvent les valeurs qui leur étaient chères et les émotions qui font le sel de leur vie. La couleur contient la vie, la vitalité. Le contact avec la couleur permet de retrouver la force créatrice qui alimente la vie de chacun d'entre nous. Pour la plupart des patients, c'est une nouvelle approche. Ceci est un espace sans résultat, sans performance. Les êtres humains ont rarement l'occasion de connaître cela. Nous avons l'habitude d'être constamment jugés. Ceci est aussi une facette de l'être humain, la capacité de prendre plaisir à une activité dépourvue de sens, la capacité à vivre véritablement le moment présent. Je pense que le burn-out est une manifestation de notre société, dans laquelle la performance est le maître mot. Il faut constamment produire du résultat. Or, faire quelque chose qui est dépourvu de l'idée de performance ne semble pas s'inscrire dans ce système qui considère ce genre d'activité comme une perte de temps. Il faut aller toujours plus vite, et c'est ainsi que nous atteignons nos limites toujours plus rapidement et que nous fonçons droit dans le mur. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le stress et les maladies liées au stress seront les maladies les plus répandues sur la planète dans 10 ans. À l'heure actuelle, il s'agit de contrer ces maladies et symptômes dans le monde entier. Pour ça, il est nécessaire de combiner des moyens pharmaceutiques avec les moyens thérapeutiques dont nous disposons. Une solution, mieux se connaître soi-même et prendre ses besoins au sérieux. Pour moi, le burn-out n'est pas une mauvaise chose. À mon avis, c'est une réaction de défense saine de notre corps lorsqu'il est exposé à de trop lourdes charges. Sans cette mesure préventive, nous pourrions mourir de stress sans préavis. Heureusement que nous avons cette fonction protectrice. Voilà pourquoi je conseille aux gens de se battre avec le burn-out et non pas contre lui. Je dirais que j'ai maîtrisé mon burn-out et qu'il en restera ainsi tant que je me ménagerai et que je conserverai un rythme de vie sain. Mais le danger de subir un nouveau burn-out est toujours présent. À ce jour, il n'existe pas d'explication qui fasse l'unanimité. Mais une chose est sûre, le burn-out ne se résume pas à un simple buzz médiatique. C'est une souffrance réelle. À présent, notre mission est de comprendre quels facteurs peuvent rendre les humains malades ou les maintenir en bonne santé.
En tant que scientifiques, nous pouvons établir des recommandations au fur et à mesure que nous identifions ces facteurs. Mais nous ne pouvons pas modifier les conditions de travail, ni la vie familiale des gens. Cela relève de la politique. En tant que scientifiques, nous sommes des conseillers et non des acteurs. Pour les victimes, le burn-out peut être un signal d'alarme décisif. Pour moi, la chose la plus importante est d'être en accord avec moi-même et de faire ce qui me semble être important. De ne plus plier l'échine, de prendre soin de moi et de rester fidèle à moi-même. Ce qu'il y a à l'extérieur n'a plus d'importance pour moi. Il faut se ressaisir, se regarder dans le miroir et s'interroger sur son parcours de vie. Ai-je envie de faire cela tous les jours? À quoi cela sert-il lorsqu'on se rend compte à 60 ou à 70 ans, la langue pendante et les bras ballants, que la vie va prendre fin et qu'on n'en a pas profité? On a gagné un peu d'argent, mais sinon rien. Il faut donc se poser ces questions dès le départ, afin que les choses aient vraiment un sens. Pour moi, cela aurait été un mal pour un bien. Ce qui m'est arrivé m'a montré ce qui compte vraiment pour moi dans la vie et qui je veux être. Cette maladie a été le marchepied d'une grande transformation personnelle. Ça a été très dur, mais ça a aussi été une chance pour moi, car ce burn-out m'a permis de faire des changements positifs dans ma vie. Ce qui vaut au niveau individuel peut être extrapolé à l'échelle de toute la société. La prévention et l'écoute de soi restent les meilleurs remparts contre le burn-out. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au phénomène de somnolence. Mais pour l'heure, une formidable leçon de courage. Celle d'une famille libanaise qui vit à Berlin sous la menace permanente de l'expulsion et sur les rythmes salvateurs du hip-hop.